17 octobre 1956. Bobby Fischer participe au plus fort tournoi de maître du pays organisé au Manhattan Chess Club, le Trophée Rosenwald. Il est alors âgé de 13 ans et joue avec les pièces noires contre Donald Byrne, un des plus forts joueurs américains. Ce dernier est en confiance au moment de l'affrontement car il vient de gagner contre le champion des États-Unis, Samuel Reshevsky. Pourquoi cette partie, surnommée la partie du siècle, est-elle restée dans les annales ? En quoi fut-elle un tremplin pour le Kid de Brooklyn, ce joueur qui n'avait alors pas encore gagné de tournoi majeur? Voici les réponses. Byrne opte dans cette partie pour cavalier F3, un coup souple qui permet de transposer dans pas mal d'autres ouvertures comme le gambit dame ou encore l'attaque est-indienne pour ne citer qu'elle. Ici Fischer il opte pour la symétrie avec cavalier F6. Byrne, alors il aurait pu prendre le centre avec D4, mais il opte plutôt pour l'anglaise caractérisée par le coup C4. Fischer qui fait G6. Byrne qui développe son cavalier en C3, Fischer qui développe son fou en G7. Alors là on a un développement classique de la part des deux joueurs. Finalement Byrne prend le centre avec le coup D4 et ici Fischer il fait le petit roc. Alors là vous voyez la stratégie de Fischer, il est dans ce qu'on appelle la vision hyper moderne, c'est-à-dire il se développe rapidement et met le roi à l'abri, il délaisse totalement le centre à son adversaire mais c'est pour mieux l'attaquer derrière. Byrne développe son fou en F4. Ici Fischer il aurait pu faire C5 pour venir attaquer directement le centre des blancs, mais il opte pour D5 mettant un pion au centre et permettant de transposer dans la Grunfeld une ouverture novatrice à l'époque. Alors l'idée c'est comme j'ai déjà dit de se développer rapidement avec ce schéma habituel et de faire le petit roc pour mettre le roi à l'abri, quitte à délaisser le centre. En fait on l'attaquera plus tard avec les noirs. Ici pour vous donner un exemple, si les blancs décident de prendre le centre avec C prend D5, avec les noirs juste on recapture le pion avec cavalier prend D5, comme le fou est attaqué, le fou va en E5, permettant de proposer un échange avec le fort fou du fianchetto, c'est-à-dire le fou G7. Ici avec les noirs on peut juste prendre le fou et après cavalier prend, on a le coup très thématique de cette Grunfeld, c'est-à-dire le coup C5 qui vient contre-attaquer le centre des blancs. Byrne, pour sa part, ne capture pas le pion en D5 et il décide de jouer une petite ligne, à savoir Dame B3. L'objectif est peut-être de mettre hors théorie Bobby Fischer. Ici, Fischer, lui, il a décidé de prendre le pion en C4. Alors, faut savoir que des coups comme C6 pour venir soutenir le pion D5 ou encore C5 pour contre-attaquer le centre blanc étaient jouables. Mais ici, Fischer, lui, il opte pour D prend C4. Alors là-dessus, évidemment, les blancs recapturent le pion avec Dame prend C4. Ici, le Kid de Brooklyn qui joue C6 parce que le pion était attaqué deux fois par les blancs. En même temps, ce coup C6 permet de faire une focale sur le cavalier C3 parce que ces deux rebonds intéressants sont contrôlés par le pion C6. Et en même temps, il libère la diagonale de sa dame qui pourra mettre par exemple en C7 ou encore en B6, voire même en A5 plus tard dans la partie. Byrne qui prend le centre avec le coup E4, en même temps il libère la voie du fou F1 qu'il va pouvoir développer assez rapidement. Le Kid de Brooklyn qui développe le cavalier en D7. Byrne qui met sa tour en vis-à-vis avec la dame D8, ce qui est assez désagréable pour Fischer. Fischer qui trouve une meilleure case pour son cavalier, en même temps il fait perdre un temps sur la dame qui est en C4. Byrne sauve sa dame avec le coup dame C5. A noter quand même que l'ordinateur préférait dame D3 ou dame B3, mais ici son objectif c'est d'empêcher Fischer de faire des ruptures comme C5 puisque la dame occupe elle-même la case, ou encore empêcher de faire la rupture E5. Aussi il envisage de replier la dame en A3 au cas où celle-ci serait attaquée. Fischer poursuit logiquement son développement avec le coup fou G4 qui vient clouer le cavalier dû à la présence de la tour en D1. Et ici Byrne, il aurait dû terminer son développement avec fou E2, mais il a fait la seule véritable erreur de la partie, il a fait en fait le coup fou G5. Sur cette erreur de Byrne, on a Fischer qui va sortir la première brillance de la partie, il va jouer le coup cavalier A4. Alors cavalier A4, à première vue, ça paraît être une gaffe, parce qu'on se dit oui mais il y a cavalier prend A4,
mais en fait si vous calculez plus loin que cavalier prend A4, vous vous rendez compte de la puissance du coup de Fischer. En fait ici le kit de Brooklyn veut cavalier prend E4. Sur cavalier prend E4 on prend fourchette, le fou et la dame. Alors ici il y a deux réponses majeures à calculer. Tout d'abord si les blancs sauvent la dame avec le coup dame C1, et bien sur ça on va tout simplement jouer fou prend F3, l'objectif étant d'éliminer un défenseur de ce fou G5. Là-dessus logiquement on va faire pion prend F3 avec les blancs, et là-dessus les noirs ont la tactique dame A5 échec. C'est ce qu'on appelle communément l'essuie-glace. En fait, dame A5 vient prendre en fourchette un peu tout le monde, puisque on attaque le roi, le cavalier et le fou. Sur ça, les blancs replient logiquement le cavalier en C3. Et maintenant qu'on a deux attaques sur le fou G5 qui n'est défendu qu'une fois, et ben on fait cavalier prend G5. On a récupéré la pièce de retard, et en plus on a une magnifique structure de pions chez les noirs, alors que la structure de pions chez les blancs est dégoûtante. On a 4 îlots de pions, des pions doublés, et en plus les noirs ont un pion de plus. C'est déjà largement gagnant. Si les blancs n'avaient pas replié la dame en C1 et avaient plus opté pour fou prend E7 vient contre-attaquer la dame D8, et ben ici Fischer il aurait pu simplement jouer tour E8. Tour E8 vient créer un énorme signal faible sur la colonne E, et si Burn avait mangé la dame, Fischer aurait pu manger l'autre dame en retour sur échec, puisqu'on a la découverte de la tour sur le roi. Là-dessus c'est quasi forcé fou E2, et maintenant Fischer il aurait pu simplement manger le cavalier en A4, et si vous regardez les structures de pions, et ben elle est supérieure pour les noirs. On a 2 îlots contre 3 pour les blancs. On a un pion isolé, et en plus les noirs ont simplement un pion de plus, donc pareil c'est encore gagnant pour Bobby Fischer. Ici Burn il a compris qu'il pouvait pas manger le cavalier A4, du coup il replie sa dame en A3, et maintenant l'équipe de Brooklyn peut échanger les cavaliers en C3 afin d'éliminer le défenseur du pion E4. D'ailleurs il le mange tout de suite avec cavalier prend E4. Ici Burn il pourrait juste replier le fou attaqué en F4 ou encore en E3, mais s'il fait ça il assume juste une position où il a un pion de plus, c'est-à-dire une position perdante, et donc il préfère opter pour une ligne plus chaotique, c'est-à-dire la ligne fou prend E7. D'ailleurs sur fou prend E7 qui attaque la tour et la dame, et ben Bobby Fischer il met juste sa dame à l'abri avec le coup dame B6. Ici Burn développe finalement son fou en C4. Alors si vous demandez pourquoi il ne gagne pas la qualité par fou prend F8, et ben en fait c'est une ligne qui est perdante pour Burn, parce qu'après fou prend F8 vient contre-attaquer la dame. Ici Burn aurait sûrement joué dame B3, et après dame B3 Fischer pouvait mettre la tour en vis-à-vis avec le roi blanc, signal faible colossal. Ici, si Burn échange les dames, bah, tout simplement on fait A prend B6, et après fou E2 quasi forcé pour parer la découverte sur la colonne E. Ici Fischer il pouvait faire cavalier prend C3 qui prend en fait en fourchette la tour et le fou. Comme le fou est attaqué 2 fois et cloué, et ben Burn est obligé de faire tour E2. Et ici si vous regardez la position en fait est gagnante pour Fischer, parce que déjà il a un pion de plus, et en plus il a tout le temps du monde pour améliorer sa position, alors que Burn a un roi qui est coincé au centre. Là il peut pas faire le petit roc parce que sinon le fou est en prise. Ici Fischer qui va trouver encore un excellent coup, il va faire le coup cavalier prend C3. Alors sur cavalier prend C3 on peut se dire ok il donne une pièce, mais en réalité si les blancs jouent dame prend C3, en fait les noirs regagnent la pièce en faisant simplement tour E8. Tour E8 en fait vient clouer le fou sur la colonne E, et en gros les noirs vont récupérer la pièce de moins avec le gain d'un pion en plus. Burn du coup il a vu qu'il y avait un problème avec la position de son fou en E7, du coup il décide de le replacer en C5 en venant attaquer la dame en B6. Là-dessus Fischer joue le coup intermédiaire tour E8 échec, vient activer la tour sur la colonne E. Évidemment Burn il n'a pas recloué le fou parce qu'il serait en prise 2 fois, ça perd une pièce. Là-dessus il met juste son roi à l'abri avec le coup roi F1. Maintenant que le roi est à l'abri, on peut s'attendre à ce que Fischer déplace sa dame, parce que accessoirement elle est attaquée par le fou en C5. Eh ben pas du tout. Ici le kit de Brooklyn qui nous sort la 3e brillance, et non pas des moindres, puisque il va jouer fou E6. Vous avez compris, c'est un sacrifice de dame.
Alors là-dessus, il y a plein de trucs à calculer pour comprendre ce coup. Juste avant d'aborder le coup choisi par Burn, d'abord on peut se demander qu'est-ce qui se passe si les blancs mangent le cavalier en C3 avec la dame. On peut se dire c'est pas mal, hein, les blancs gagnent une pièce, en même temps la dame est toujours attaquée. Sauf que là-dessus, Fischer avait juste le coup dame prend C5, pour la simple et bonne raison que ce pion est cloué. Malgré le clouage d'ailleurs, le meilleur coup pour les blancs ici ça restait de reprendre la dame par pion prend C5 et après fou prend C3, fou prend E6 et tour prend E6, bah, la position reste gagnante pour les noirs parce que ils ont un pion de plus et le roi est mal placé, il empêche la tour H1 de jouer, donc là c'est un net avantage noir. Si les blancs décident de manger le fou en E6, et ben là c'est carrément mat forcé pour Fischer via le coup dame B5 échec. En fait, si le roi vient en E1, et ben on a dame E2 échec et mat parce que la dame est protégée par le cavalier. Si le roi retourne en G1, et ben là-dessus avec les noirs on peut juste jouer cavalier E2 échec. Ça force le coup roi F1. Et maintenant sur roi F1, on a le magnifique mat à l'étouffer avec cavalier G3 double échec, échec du cavalier et de la dame en même temps. Si le roi va en G1, et ben on a tout simplement le mat à l'étouffer avec dame F1 échec. Comme la dame est protégée par le cavalier, ça force les blancs à la capturer avec la tour. Sauf que on a le magnifique coup cavalier E2, le mat à l'étouffer. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe simplement sur roi E1, bah là-dessus c'est le même mat que tout à l'heure avec dame E2 échec et mat, parce que la dame est protégée par le cavalier. En réalité ici le moindre des mal c'était de manger le cavalier en C3, mais là-dessus Burn cède au sacrifice de dame avec le coup fou prend B6. Ça l'enterre définitivement dans la partie. Puisque là-dessus, Fischer joue fou prend C4 échec, permet de manger le fou avec gain de temps sur le roi. Là-dessus, évidemment, Burn bouge son roi en G1, c'est un coup forcé. Alors ici, il faut faire attention à ne pas faire l'erreur cavalier prend D1, même si c'est tentant de manger la tour. Parce que sur cavalier prend D1, en fait, Burn aurait pu simplement sauver son fou en C5. Et maintenant, c'est plus du tout la même parce que la position est quasi nulle. Non, là-dessus, Fischer, il a fait cavalier E2 échec. Burn est forcé de remettre son roi en F1. Et maintenant, Fischer peut manger le pion D4 sur échec. Là-dessus, Burn, il a encore forcé de remettre son roi en G1. Fischer fait cavalier E2 échec, toujours avec la même pièce. Burn toujours forcé de mettre le roi en F1. Et maintenant Fischer remet le cavalier en C3, toujours avec un échec, ce qui force Burn à remettre le roi en G1. Alors si vous demandez à quoi ça sert cette série d'échecs, et ben c'est maintenant que le pion D4 n'existe plus, ben en fait le fou G7 protège le cavalier. Et maintenant Fischer peut manger le fou en B6 avec gain de temps sur la dame. Dame qui, rappelons-le, ne peut plus manger le cavalier qui est maintenant protégé. Là-dessus, Burn il décide logiquement de mettre à l'abri sa dame en B4. Alors si vous demandez pourquoi pas la mettre en D6, bah là-dessus, Fischer il aurait pu simplement faire cavalier prend D1 et après dame prend D1 faire tour prend A2, et si vous regardez ici, Fischer il menace de prendre en enfilade la dame, ce qui est bien pire. Vous avez dans cette position la justification stratégique du sacrifice de dame. En fait, ça repose essentiellement sur cette paire de fous qui est monstrueuse. Si vous regardez ici, les fous, ils contrôlent des cases clés sur l'échiquier. En fait, la majorité des cases importantes. Et ici, Burn, malgré son léger avantage matériel, vous voyez qu'il a un avantage de +1, et ben ici, il ne va rien pouvoir faire. Entre autres, cette dame va s'avérer complètement inutile. En plus ici Burn il a un roi faible et il a une tour qui ne joue toujours pas, donc là Fischer est largement gagnant dans cette position. Actuellement la dame menace de capturer le fou en C4, donc Fischer joue le coup tour A4, permet d'attaquer la dame en même temps défendre le fou par rayon X. Évidemment la tour est protégée par le cavalier, donc Burn sauve sa dame en mangeant le pion en B6, mais maintenant Fischer il peut simplement capturer la tour en D1, et Burn décide de se faire une case de sortie pour son roi, il libère en fait la case H2. Maintenant Fischer capture simplement le pion en A2 avec sa tour, en même temps il attaque deux fois le pion F2.
Burn met le roi à l'abri en H2, mais Fischer mange le pion F2 avec son cavalier. Burn peut enfin bouger sa tour en E1 et c'est pour proposer un échange avec la tour très active de Fischer. Donc là-dessus, le kit de Brooklyn, il est très content de simplifier la position. Ici, Burn qui nous fait un coup intermédiaire avec Dame D8 échec. Là-dessus, évidemment, Fischer doit faire fou F8. Le fou est cloué. Et maintenant, Burn récupère la tour avec cavalier prend E1. Fischer replace son fou en D5, ça permet de lui donner une belle diagonale en plus de venir soutenir le pion C6, ce qui permet en fait de préparer la poussée B5. Là-dessus, Burn il replace son cavalier en F3. Alors à noter ici que Fischer n'a absolument pas envie d'échanger son magnifique fou contre le cavalier qui ne fait rien, donc il décide à la place de replacer le cavalier en E4. Et maintenant, Burn décide de déplacer sa dame en B8. Il crée une petite menace en attaquant le pion B7, mais évidemment, c'est immédiatement paré avec la poussée B5. Alors là, Fischer, il a un plan très clair, c'est d'envoyer ce pion à dame. D'ailleurs, toutes les cases jusqu'à la case B2 sont protégées par les pièces noires, donc la poussée va être très simple. H4 joué par Burn, H5 joué par Fischer, et maintenant Burn qui essaie de trouver un peu de contre-jeu, il met son cavalier en E5, en fait il veut mettre son cavalier en D7 pour venir attaquer une deuxième fois le fou F8 cloué, mais là-dessus Fischer met fin aux espérances de Burn avec roi G7 vient déclouer le fou F8. Burn qui replace son roi en G1, là vous comprenez, il n'a plus aucun coup utile, il n'a plus qu'à attendre sa mise à mort, d'ailleurs c'est ce que Fischer va faire avec fou C5 échec. Burn qui déplace son roi en F1, il pouvait prolonger son agonie avec roi H2, mais de toute façon il a compris que c'était complètement perdu. Fischer qui enchaîne avec des échecs, le roi qui bouge, fou échec, le roi qui bouge, là vous comprenez, c'est anecdotique parce que Burn sait qu'il a perdu. Fou échec, le roi bouge, cavalier échec, le roi bouge, cavalier échec, le roi bouge, et enfin tour C2, échec et mat. Burn très fair play qui laisse Bobby Fischer terminer la partie avec l'échec et mat, il aurait très bien pu abandonner, mais en même temps lui-même est enchanté d'avoir fait cette partie parce qu'il sait que cette partie va rester dans les annales. Comme j'ai dit dans la biographie de Fischer, c'est la première fois que les soviétiques ont entendu parler du jeune Bobby Fischer puisque la partie du siècle a été publiée dans toutes les revues soviétiques. Alors j'espère que vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à mettre un like aussi, rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao ciao.